Monsieur, madame, ne vous attendez pas ici à un témoignage de ma part, parce que je n'ai commencé à enseigner à la VUB qu'au milieu des années 70, à partir de 74. Mais j'ai participé à mai 68, mais c'était plutôt 69, à Gand, où j'ai été active dans la lutte en faveur du statut du chercheur, et en particulier du chercheur FNRS. Donc mon exposé ici est basé sur des travaux, sur la naissance de la VUB, des archives, donc, du mouvement de contestation, et aussi j'ai tout de même interviewé pas mal de collègues qui ont vécu tout cela de près. Et ça m'a permis, donc cette recherche, ça m'a tout de même permis de constater deux choses. Donc, primo, qu'au fond, le processus de la scission, de la naissance de la VUB a tout de même été accéléré, et que ça est dû tout de même au mouvement de contestation. Donc ça, c'est un point premier. Et un deuxième point, c'est que ce mouvement a tout de même donné naissance à une VUB qui a bénéficié, évidemment dans le contexte flamand, de structure et d'esprit tout de même, je dirais, c'était tout de même le plus démocratique donc au moment, encore une fois, du côté néerlandophone. Mais avant de parler donc de ces deux choses, de ces deux constats, je dois tout de même vous esquisser tout brièvement le tableau de la présence néerlandophone à la VUB, donc à la veille de mai 68. Alors, les néerlandophones à la veille de mai 68, ce qui frappe, c'est qu'au fond, l'ULB ne compte à l'époque qu'un très petit nombre d'étudiants néerlandophones. C'était pas du tout la même chose qu'à Louvain. Et bon, ça, ça ne cadre pas, évidemment, dans le cadre de l'expansion universitaire qui se manifeste partout, aussi chez les filles. Et donc, on voit que l'ULB est francophone entre 55 et 65, double le nombre d'étudiants. Alors, quand on voit quel est le nombre, donc à peu près 8100, 8000. Alors, du côté néerlandophone, bon, c'est guère 13% de l'ensemble. Et ça, c'est un chiffre qui, au fond, est largement inférieur au potentiel que représentent tout de même les milieux flamands libres penseurs, socialistes, communistes, il y avait des communistes à l'époque, syndicaux, l'enseignement officiel, les milieux flamands de Bruxelles et du Brabant flamand. Et donc, parce qu'on voit très bien plus tard que ce potentiel était évidemment beaucoup plus élevé. Maintenant, on est à 15 000 à la VUB. Donc c'était vraiment un nombre très, très, très petit. Alors, il pourrait, au fond, difficilement en être autrement, parce qu'il n'y avait que quelques formations, c'était surtout le droit et philo et lettres, quelques départements qui connaissaient une certaine tradition, mais pour le reste, au fond, les autres avaient à peine introduit des cours en néerlandais ou devaient le faire, mais ne l'avait pas encore fait, etc. Et aussi, on doit aussi dire que ce dédoublement, si on peut le nommer comme ça, que ce dédoublement ne concernait que l'enseignement, donc pas la recherche ni l'infrastructure. Et donc, bref, on voit très bien que la concurrence avec Gand était très dure, d'autant plus que le Minerval à Gand était 4 fois moins qu'à Bruxelles.
Alors, à la veille de mai 68, hein, quand on voit le corps professoral francophone aussi, hein, presque doublé. Alors, du côté néerlandophone, le nombre, bon, c'était à peu près 14% de l'ensemble. C'était un groupe diversifié. D'où venait-il? C'était des professeurs de l'ILB, mais aussi évidemment des libres penseurs de Gand, diplômés. Mais pour ce qui est donc, la connaissance de la langue néerlandaise, il y avait tout de même des critiques. Mais au fond, qu'ils soient néerlandophones ou francophones, les jeunes enseignants n'avaient pas grand-chose à dire. Hein. Vous avez parlé de l'autoritarisme, hein, je crois qu'on peut dire la même chose ici, et qu'au fond, dans les facultés, les jeunes enseignants n'avaient presque rien à dire parce que c'était, au fond, les professeurs ordinaires qui étaient prépondérants. Alors, donc, eux, ils réclament surtout, hein, aussi bien du côté néerlandophone que francophone, ils réclament donc plus de participation. Alors, il faut dire aussi que les facultés restaient unitaires et qu'on ne parlait que le français dans les facultés. Parmi les assistants et les chercheurs, la même chose, hein, doublé du côté francophone, du côté flamand, donc là, le nombre, c'était 8%. Du corps professoral. Mais là aussi, hein, l'autoritarisme et aussi les rapports autoritaires entre professeurs et disons donc assistants et chercheurs, là aussi, on peut dire que c'était plus supporté, hein, à la veille de 68. Et donc, le personnel scientifique jouait aussi un rôle assez important au niveau du syndicat. Hein, la même chose chez le personnel administratif et technique. Alors, les étudiants, hein, étudiants flamands de l'ULB. Alors là, tout de même pu constater qu'ils étaient assez actifs, des associations estudiantines très engagées politiquement, avec une majorité de libéraux. Il y avait aussi des socialistes, mais en moindre mesure. Et alors avec tout de même deux associations assez importantes, c'était le Vrij Onderzoek, c'est-à-dire le pendant du libre examen, qui était tout de même avec un profil tout de même marqué à gauche, et avait le Brussels Studentengenootschap, c'est-à-dire c'était donc qui coordonnait au fond les cercles facultaires. Mais là, on peut dire qu'il régnait tout de même une bonne entente, on peut même dire une très bonne entente entre étudiants néerlandophones et francophones, et par exemple, Saint-Dvé ne forme qu'une seule et même manifestation estudiantine bruxelloise, comme c'est toujours le cas, hein, aujourd'hui. Voilà. Alors, premier point, le fait que la contestation a tout de même accéléré le processus de la scission. Alors, parce qu'on constate qu'au milieu des années 60, la revendication d'une section néerlandophone, donc à part entière, donc ça veut dire pas uniquement l'enseignement, mais aussi la recherche, aussi l'administration, aussi la gestion, et donc ça entre maintenant dans le programme du mouvement flamand. Avant, on avait aussi déjà œuvré, mais disons que maintenant, c'est de nouveau une partie de la question communautaire. Parce qu'on a eu 66 avec les projets de l'expansion de l'UCL et donc la réaction des étudiants à Louvain, deuxième vague de protestation très violente, donc en début 68, et avec la chute du gouvernement, avec donc un accord gouvernemental. Donc on voit très bien que le parallélisme entre cette question louvaniste et donc la revendication universitaire bruxelloise, que ça a tout de même, qu'on ne peut pas sous-estimer ça.
Alors, à l'ULB, les Flamands œuvraient déjà avant, mais ces actions au début étaient surtout souvent concentrées sur le caractère libre-penseur. Et c'était surtout des liens avec des personnalités libérales, des organisations coupoles, aussi du côté socialiste. Mais donc on voit qu'en 65, alors le mouvement flamand fait au fond son entrée à l'ULB, avec l'association des professeurs flamands, qui ont joué un rôle très important du côté de Louvain. Mais donc, on voit aussi un petit groupe, parce qu'il était assez modeste, mais tout de même dynamique, avec des personnages comme Gerlo, le premier recteur alors, et avec Frans de Pauw. Donc, ça, c'était les chevilles ouvrières. Et on voit donc que lors de la campagne électorale donc, du début de 68, donc je parle de sélection nationale, que tous les partis du Nord ont repris le dédoublement donc, de l'Université de Bruxelles dans leur programme. Donc ça c'est... Bon, alors au niveau interne, il y a aussi certains facteurs qui poussent les Flamands à revendiquer leur place. C'est le recteur Leroy, qui mettait en avant le caractère francophone de l'université, et au fond, il y avait pas mal de francophones qui préféraient pourtant garder l'ULB entièrement francophone, c'est le cas. Donc ça, c'est un aspect. Et alors, il y avait le financement, la loi sur le financement de 65, parce que là, les Flamands n'ayant pas reçu ce qu'ils pouvaient attendre, alors cette loi a tout de même désintégré, a tout de même renforcé les exigences flamandes. Alors, donc, à présent, et donc, on est maintenant à la veille de mai 68, donc, alors, on voit que l'exigence est générale, on peut dire chez les étudiants, chez les chercheurs, chez les professeurs, et qu'ils plaident donc pour 2 conseils de gestion, pour des facultés séparées, pour une indépendance administrative, et donc les relations sont tout de même un peu plus tendues à la veille. Alors vient maintenant donc mai 68. Alors, donc, à partir de le mouvement de contestation, Claire nous en parlera, je suis sûre, de ces protestations, de les occupations, les assemblées libres, eh bien, moi, j'ai tout de même pu constater que tout ça, c'était une affaire de francophones. Il n'y a pas vraiment question de leaders flamands, d'une participation importante, évidemment. Le groupe était petit, mais quand même. Mais ça ne veut pas dire que les relations entre néerlandophones et francophones sont négatives. On voit par exemple qu'il y a tout de même des Flamands qui prennent la parole pendant les débats, qu'il y a des banderoles des 2 mouvements côté à côté, et qu'il y a des communiqués de presse qui sont bilingues. Donc tout ça, on voit très bien. Mais évidemment, la néerlandisation ou le dédoublement, ça, c'est pas une priorité. Les contestataires ont d'autres chats à fouetter, c'est surtout la démocratisation de l'université qui a une importance primordiale. Mais d'un autre côté, on voit aussi que les droits des Flamands à l'ULB ne sont pas niés, mais plutôt considérés comme un élément tout de même légitime de la contestation. Ça m'a tout de même frappé. Donc la contestation flamande présente en effet donc un caractère émancipatoire plutôt, progressiste, surtout libre-penseur, et c'est pas qualifié, bien qu'il y en avait quelques-uns, mais c'est pas qualifié nationaliste. Donc
Ça, je crois que c'est le caractère général. Début juin, les Flamands commencent alors d'organiser leurs propres assemblées populaires. Bon, c'est pas énorme, mais bon, il y en a tout de même. Et on voit donc la reconnaissance d'une communauté néerlandophone distincte est au fond greffée sur les exigences du mouvement de contestation. Ça, je crois que c'est important. Bon, ils vont fonder donc un comité, le CONUC, qui coordonne toutes les associations de la communauté néerlandophone. Et ça veut dire que lorsque les négociations avec les réformistes, qui veulent surtout donc cette démocratisation de l'université, que quand les négociations avec les réformistes débutent, alors ce CONUC devient tout de même le représentant légitime de la VEB. Alors, les négociations, durant lesquelles on demande donc et on réclame cette démocratisation des vieilles structures de l'ULB, alors il débouche sur la formation d'un conseil transitoire qui doit aussi réaliser donc le dédoublement de la VUB. Alors vous savez qu'au fond, en ce qui concerne le statut, c'est le gouvernement et le Parlement qui tranchent et qui vont donc, donc au fond, 4 entités juridiques font voir le jour, c'est-à-dire 2 à Louvain, mais 2 aussi donc à Bruxelles. Donc en résumé, mai 68 est, je crois, aussi très important pour la naissance de la VUB. L'exigence du dédoublement est associée nettement à la contestation. Alors, mon dernier point, deuxième point, qu'en est-il maintenant à présent des exigences de démocratisation de la part de cette nouvelle VUB? Et là aussi, on peut dire qu'au fond, elle est très liée au mouvement de contestation. Parce que, aussi bien du côté ULB que du côté VUB, on demande des structures démocratiques. Et ça, c'est au centre des négociations, au centre des débats, au centre de toutes les actions. Et donc, étudiants, personnel scientifique et administratif, surtout, ils réclament tous leur place. Mais, et là je crois qu'il y a tout de même une différence entre ce qui se passe à l'ULB et ce qui se passe à la VUB, c'est que contrairement à l'ULB, où l'on doit se débarrasser tout de même de l'alliance des professeurs conservateurs, de puissants administrateurs, rivaux, qui échappent largement au contrôle, et aussi un conseil qui est dominé tout de même par des hommes politiques, par des représentants du secteur industriel, du secteur financier, eh bien, la VUB commence évidemment à partir d'une page blanche. Et on voit que l'idée de la démocratie participative est très vivante et largement supportée, avec évidemment les étudiants qui sont très actifs et qui réclament donc participation du recrutement des professeurs, des assistants, à la composition des programmes, l'organisation des cours, des examens, etc. Enfin, donc, tout de même des revendications, aussi les revendications sociales, évidemment. Donc, alors, comment expliquer Eh bien, parce que quand on voit le groupe qui a été, les réformistes, disons, qu'on voit qu'ils sont tout de même, ces protagonistes, ils sont tout de même, ils ont un profil tout de même à gauche. J'ai déjà parlé de Vrij Onderzoek, qui a joué un rôle important. Mais il y avait aussi des groupes
qui se situait à gauche du socialisme. Par exemple, parmi les professeurs qui sont venus de l'ULB, et aussi des assistants, il y en avait pas mal de communistes. Bon, tout ça, ça a déjà été étudié, surtout dans les départements des sciences et de sciences appliquées. Trotskiste, il y avait donc une section de la 4e internationale à l'ULB. Il n'y en avait pas à la VUB, mais il y avait quand même des trotskistes qui venaient donc soit de l'ULB, mais aussi de Gand, où le trotskisme était mieux organisé à l'époque, enfin, comparé à la VUB évidemment. Il y avait même des provos, des partisans de provos. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est que à Louvain, Louvain flamand, était né donc, c'était surtout Paul Goossens qui était à la base, était né donc le mouvement syndical des étudiants, de Studentenvakbeweging. Et là, j'ai vu qu'on a suivi donc ce modèle aussi à la VUB, où il y avait un SVB. Alors, ce SVB donc, de Louvain a aussi essayé de travailler avec au fond, de participer à des grèves d'usines. On a essayé ça aussi, mais ça n'a, donc à la VUB, mais ça, au fond, ça n'a pas réussi, bien que ce n'était pas le cas non plus à l'ULB. Mais on voit que c'est maoïste, parce que c'était au fond des maoïstes, qu'au fond, ils ont siégé à la VUB dans les organes de gestion. Et donc, ça veut dire qu'ils ont, parce qu'ils étaient assez actifs, et ils ont donc n'ont pas été sans importance pour la radicalisation des revendications estudiantines. Alors, socialistes, finalement, avec la gauche, links, qui était tout de même présenté parmi même les professeurs. Et alors, le rôle joué par les figures de la PSB, du Parti socialiste, aussi du côté flamand, où, par exemple, il y a eu donc le rôle tout de même assez primordial de Piet Vermeulen, qui était parmi les socialistes de l'époque, pas le plus conservateur, je dirais. Alors, les syndicats. Le syndicat socialiste est important, je crois, pour son rôle de coordination. Et je ne sais pas si Claire va dire la même chose, mais moi j'ai tout de même trouvé que, aussi du côté néerlandophone, c'est le syndicat qui coordonne, dans si bien chez les professeurs, mais surtout chez les assistants et chez le personnel scientifique. Alors là, je vois tout de même que le syndicat a travaillé à la formation d'une alliance de tous ces réformateurs qui venaient tout de même de différents partis. Donc la formation d'une alliance des réformateurs, et donc ils ont tout de même canalisé la contestation dans le sens des négociations et à la formulation d'objectifs et de revendications concrètes, ce qui a été moins le cas du côté louvain, flamand. Là, mais donc ici, et je crois que le syndicat a joué, je pense par exemple à Roger Van Geen, le futur recteur, mais aussi à De Bune. Georges De Bune a joué aussi un rôle important. Alors il n'y avait pas de flamands, si, parce que j'ai dit que le mouvement libéral, il n'y avait pas de libéraux, excusez-moi. Si, parce que les libéraux étaient tout de même bien représentés à la VUB, mais ils n'ont pas joué un rôle central, pas dans ce processus de démocratisation, mais je ne veux pas dire qu'il était adversaire, ça pas. Mais bon, parce qu'à l'époque, les libéraux étaient souvent des libéraux sociaux, comme vous savez. Bon, donc, on peut dire que le centre-gauche, la gauche en général, a tout de même dominé ce processus du côté de la VUB, non sans conflit.
hein, parce que, comme vous avez expliqué à l'UCL, la même chose se passe ici, c'est que parmi les professeurs, hein, et surtout Herlo, hein, ils n'étaient pas d'accord avec la quadripartisme, c'est-à-dire donc égalité, hein, parmi étudiants, chercheurs, personnel administratif et professeurs. Et donc, là, il y a tout de même eu des luttes dans le conseil, parce que les professeurs, hein, enfin, pas tous, mais tout de même la majorité, ne voulaient pas être dominés par des coalitions, hein, des autres composantes. Alors là, il y a eu donc des compromis, hein, une participation, je dirais tout de même pas importante, mais minoritaire des autres composantes et un groupe alors plus fort composé des professeurs. Alors pour vous donner un exemple, comment ça se passait au niveau des facultés, par exemple dans la faculté de philo et lettres, alors là, il y avait un règlement qui disait que hein, donc, chaque membre de faculté, donc aussi bien étudiants, etc., donc les 4 parties, chacun votait à son propre niveau. Hein. Mais il y avait une manière indicative qu'on pouvait voter pour un niveau supérieur. Donc, ça veut dire, et ça jouait tout de même. Hein. Donc ça veut dire que les étudiants pouvaient voter hein, pour la nomination de professeurs, d'assistants, et évidemment hein, avec donc le vote définitif hein, pour les programmes, etc. Donc, alors là, évidemment, les étudiants ont aussi, dès le début, ils ont pu, donc ils ont demandé l'évaluation des professeurs. Hein, et ça, c'était important pour l'avancement. Hein. Donc, ça, ils ont eu ça assez vite. Bon, ils ont aussi été très actifs dans le secteur social, hein, parce que là, ils ont demandé des élections directes et l'autogestion. Et là aussi, après quelques années, ils ont obtenu cette autogestion. Alors, pour terminer, mais ça c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé beaucoup, et certainement pas pour ce qui est de la VUB, c'est que, est-ce que ces innovations, hein, donc l'esprit de 68, est-ce qu'on pouvait le remarquer dans le contenu des cours, hein? Évidemment, c'est un gros travail, ce que je n'ai pas pu faire, mais j'ai tout de même quelques indications, parce que hein, le département que je connaisse le mieux, c'est l'histoire. Alors là, j'ai vu que la réforme du programme, hein, qui est venue directement, que le programme se centrait sur des cours aussi consacré aux problématiques contemporaines. Il y avait un cours de décolonisation à l'époque. Hein. Il y avait un cours du mouvement ouvrier. Alors ça n'existait pas, hein, certainement pas à Gand. Donc en philosophie, il y avait Flamme, hein, qui a tout de même, dans l'esprit de la contre-culture des années 60, hein, il a tout de même fait beaucoup de choses. Alors, en sciences politiques, il y avait Lippmann, hein, issu des cercles de la gauche et professeur engagé lors des assemblées libres, qui donnait donc des cours sur le socialisme et le communisme. Hein. Et alors, évidemment, hein, on avait Ernest Mandel, hein, qui donnait donc son cours d'économie marxiste et qui était très demandé par les étudiants à l'époque. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'il y a tout de même... Hein. Alors pour conclure, je crois que je peux dire que
ces exemples et la manière dont tout s'est déroulé, qu'on peut tout de même dire que l'écho de mai 68 à la VUB a été tout de même oui, assez importante. On a eu une gestion élue démocratiquement, il y a eu de la participation, le partage du pouvoir au fond, qui ont dominé cette jeune institution. Alors cette idéologie progressiste dans laquelle la libre pensée a joué, libre pensée critique a joué un rôle, et surtout les différentes tendances de la gauche ont eu leur place, et on voyait tout de même qu'ils étaient ancrés dans les structures et aussi dans les mentalités à l'époque. Donc moi j'ai été frappée lors de ma nomination à la VUB, donc c'était en 74, de voir combien au fond les traces de la contestation y étaient fortes, beaucoup plus fortes qu'à Gand. Et alors bon, quand j'étais devenu recteur donc dans les années 90, alors j'ai essayé de respecter cet esprit et ces structures. Je vous remercie.